de marquer, d'envoyer à tous les panélistes et participants. Si vous n'écrivez qu'aux panélistes, donc vous choisissez dans l'espace de clavardage, c'est marqué envoyer à, choisissez tous les panélistes et participants. Le webinaire, il est enregistré et vous allez donc avoir accès éventuellement à l'enregistrement. Après le webinaire, vous aurez accès au chat, donc au contenu du clavardage, de même qu'à la documentation utilisée par les participants. Par ailleurs, vous allez aussi, après le webinaire, recevoir le lien vers un formulaire d'appréciation que je vous demanderai, ça prend 30 secondes, que je vous demanderai de compléter, qui nous est très utile donc de recevoir votre appréciation du webinaire et d'éventuellement apporter des modifications à notre mode de fonctionnement. Je vous remercie énormément. Sans plus tarder, donc, je vais vous présenter nos deux conférenciers. Avant de leur donner la parole, donc, je vous les présente. Alors, je vous présente tout d'abord Sylvain. Sylvain, tu veux lever ta main pour Sylvain des Hôtels. C'est pendant ces années d'enseignement que Sylvain est un pédagogue, c'est évident. Donc, c'est pendant ces années d'enseignement que Sylvain s'est intéressé et formé à l'intégration des technologies en classe avant de devenir conseiller pédagogique dans ce domaine. Il agit aujourd'hui en support aux enseignants dans le cadre du projet Pédagogie à distance de Chenelière Éducation, où il est spécialiste en technopédagogie. Quant à Robin qui lève la main, et voilà. Il est en emploi de Chenelière Éducation depuis 18 ans déjà. Depuis 2013, Robin est directeur adjoint des ventes et du marketing et hormis ses fonctions de gestionnaire, il continue à œuvrer sur le terrain, un terrain actuellement virtuel, mais tout de même terrain, pour bien comprendre les enjeux des enseignants, mais aussi ceux des apprenants. Ce travail sur le terrain permet à Sylvain de raffermir ses rapports, ses liens avec l'ensemble des professionnels des milieux collégiaux et universitaires. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à nos conférenciers. Bon webinaire, tout le monde. Merci, bonjour tout le monde. Officiellement, c'est très agréable que vous ayez pris le temps de vous présenter, de dire d'où vous veniez dans le clavardage avant qu'on commence. On est éparpillés un peu partout dans le Canada francophone. Ça fait plaisir de vous rencontrer. On a énormément de contenu. Nous n'aurons pas le temps d'aller assez en profondeur sur chacun des éléments. Lorsque vous verrez apparaître ce pictogramme en forme de maison, vous saurez que nous avons un atelier qui est disponible sur le sujet, qui vous est offert gratuitement. C'est ça le projet Pédagogie à distance. C'est un truc en 4 volets qu'on a lancé au printemps l'année dernière en réaction au confinement de nos étudiants et de nos enseignants. On s'est dit comment peut-on les accompagner du mieux qu'on peut dans les situations qu'ils vivent. Ça a été un projet de pédagogie d'urgence, ça a été un projet de pédagogie de survie au début, des webinaires, des capsules vidéo, fascicules, et maintenant nous sommes dans un 4e volet, accompagnement sur mesure, à distance et à la demande, tout à fait gratuitement, avec des institutions, des départements, des équipes de collègues qui veulent travailler sur un sujet précis, se former à propos d'un enjeu pédagogique ou de construire des outils ensemble qui pourraient être utilisés en classe ou à distance avec les étudiants. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous avez dans le clavardage le lien vers la page Pédagogie à distance destinée aux enseignants du collégial et de l'universitaire. Les détails vous seront fournis au fur et à mesure. Donc, à chaque fois qu'il y aura mention d'une ressource externe, d'un atelier disponible, d'un texte, d'un article scientifique, suivez dans le clavardage les hyperliens qu'on va vous envoyer. Si vous étiez des nôtres lors du webinaire de l'automne, vous avez construit des grilles d'observation. Voici un sous-titre pour vous. Si vous n'étiez pas de cette rencontre, mais que la chose vous intéresse, ce webinaire avait été enregistré. Et on pourrait reprendre, par exemple, ensemble dans un atelier spécial, la création de grilles d'observation. Mon objectif aujourd'hui est ambitieux. Mais oui,
Ça demande de l'ambition en éducation et on va travailler sur les éléments sur lesquels nous avons du pouvoir comme enseignants, comme conseillers pédagogiques ou membres de la direction de nos établissements. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut mettre en place et on va réfléchir en 3 étapes, en 3 sujets à comment on pourrait atteindre cet objectif. Je disais d'entrée de jeu qu'on ratisse un peu large aujourd'hui en démontrant différentes utilisations concrètes des grilles d'observation et d'évaluation. J'espère que vous trouverez ici l'inspiration pour déterminer quelques objectifs personnels d'amélioration continue. Au terme de cet atelier, je m'engage personnellement dans une démarche de service après-vente à vous relancer d'ici quelques semaines, disons au mois de mai. Bon, disons au mois de mai, je vous relance, ça va être la fin de la session, à propos des éléments que vous me laisserez dans le billet de sortie de l'atelier. À la fin de l'atelier d'aujourd'hui, je vous demanderai alors 3 choses que vous avez apprises aujourd'hui, 2 éléments à mettre en place dans votre pratique et un obstacle que vous anticipez. Donc, à la fin de la session, je vous retournerai votre engagement de développement professionnel. Vous verrez où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez le goût de mettre en place peut-être pour la session d'automne ou la session d'été si vous y travaillez. Vous pourriez aussi choisir dans ce billet de sortie de nommer un répondant. On va appeler ça comme ça. Un répondant, ce serait un collègue avec qui vous aimeriez engager une conversation pédagogique, avec qui vous aimeriez parler de vos bons coups, de vos choses à améliorer, de vos essais et erreurs, des façons que vous avez trouvées pour passer par-dessus les obstacles que vous aviez anticipés, qui se sont présentés pour vrai ou pas. Si vous avez le goût d'organiser ou d'avoir cette conversation-là, nommez le répondant, c'est facultatif, là. Mais vous pourriez nommer le répondant dans le billet de sortie avec son adresse courriel. J'y enverrai une note, une petite lettre dans laquelle on sera invité à organiser cette date pédagogique, voilà, pour, en guise de retour et de suite à donner à l'atelier d'aujourd'hui. Si le cœur vous en dit, bref, je vous envoie l'invitation à la fin de l'atelier. Donc, c'est parti. Enseignement efficace. Voyons comment un premier type d'évaluation pourrait nous aider à cibler des interventions pédagogiques efficaces selon le contexte d'un groupe donné. À ce propos, si l'enseignement efficace, c'est quelque chose qui attire votre curiosité ou que vous aimeriez creuser, on a un atelier de 90 minutes à peu près qu'on a déjà donné au Cégep Montmorency, Vieux-Montréal, Onsic. Il y a quelques temps. 90 minutes sur 10 principes d'enseignement efficace. C'est un atelier très interactif, susciter la réflexion, je veux dire, sur nos pratiques en enseignement. Est-ce qu'on pourrait penser à évaluer tout le temps? Ici, l'évocation de cette chose-là fait peur à beaucoup d'enseignants qui voient les piles de corrections s'accumuler sur leur bureau. Évaluer tout le temps, ça ne veut pas dire corriger tout le temps. Pas du tout. Une évaluation au service de l'apprentissage, connue aussi sous le nom d'évaluation diagnostique ou de test diagnostique, pourrait, à l'aide des grilles dont on a parlé la dernière fois ou que vous avez déjà, être vraiment pertinente en début de séquence, en début de chapitre, avant d'enseigner un nouveau contenu. À ce propos, on va réaliser ensemble une courte expérience pour réfléchir à nos pratiques. La question, dans le fond, c'est sur quoi basons-nous nos choix d'approche pédagogique? Le but ici, c'est de prendre conscience de ce qui guide nos choix. Sur l'appareil de votre choix, ça fonctionne très bien sur téléphone ou tablette,
ou sur un nouvel onglet sur votre navigateur. Rendez-vous à l'adresse menti.com. On va vous mettre l'adresse d'ailleurs dans le clavardage. Vous pourrez juste cliquer dessus. www.menti.com. C'est un site de sondage anonyme. Donc, je ne saurais pas qui répond quoi. L'important, c'est juste de prendre le temps de se poser quelques questions. D'ailleurs, ce premier sondage, il y en aura d'autres, ce premier sondage est en 2 questions. Lorsque vous aurez terminé la première partie, vous allez être invité à une deuxième question. Le code d'accès apparaît présentement à l'écran, le 51 16 40 65. Qu'est-ce que vous demandez à vos étudiants? Et pour chacun des énoncés, là, vous allez pouvoir glisser des curseurs de jamais jusqu'à tous les cours pour 5 énoncés, 5 trucs que vous demandez à vos étudiants d'accomplir. Et deuxièmement, je vous demande pourquoi choisissez-vous ces approches pédagogiques? Et comme il y a 5 énoncés, il pourrait y avoir 5 raisons différentes. Donc, vous pouvez répondre à la deuxième question autant de fois que nécessaire pour exprimer vos raisons. On va regarder ensemble pendant que les réponses entrent, qu'est-ce que ça donne, juste pour avoir le pouls du groupe. Voilà. Pour ceux et celles qui avaient manqué le code, on va vous le mettre dans le clavardage de la rencontre Zoom. 47 personnes ont répondu jusqu'à maintenant. Voyons voir. Ce qui est demandé le plus souvent en moyenne, c'est de compléter des études de cas, de participer à des simulations, des cas intégrateurs évolutifs, etc. Il y en a qui ne demandent jamais d'assister à un exposé magistral. Il y en a qui ne demandent jamais de lire et de les relire et souligner. Jamais de dissertation, rapport ou production écrite. Jamais de débat exposé oral. Parfait. Alors qu'il y en a qui en demandent à tous les cours. 60 réponses d'entrée. Je vais laisser le temps aux participants de compléter ça. On est 110 personnes dans la salle présentement. Je vais juste aller voir les raisons pour lesquelles vous demandez à vos étudiants de faire telle ou telle chose. Bref, pourquoi vous choisissez ces approches? Ce qui m'intéresse ici, c'est sur quoi on se base pour dire que c'est ce qui convient le mieux aux étudiants. C'est une piste intéressante si on sait comment déterminer ce qui convient le mieux aux étudiants. Et ce mieux-là, on peut facilement imaginer qu'il va varier dans le temps. Et comment on fait pour le mesurer? Comment on fait pour déterminer la pertinence d'une approche? On peut croire que effectivement, les gens qui viennent étudier dans notre discipline sont des gens qui nous ressemblent un peu et que si on a appris d'une certaine manière, ça devrait leur convenir. Certaines approches sont choisies parce que c'est ce qui est le plus naturel ou ce qui convient le mieux à l'enseignant. Encore là, faut-il avoir des éléments sur lesquels se baser. Et d'autres éléments conviennent mieux aux étudiants et d'autres éléments encore à la matière. C'est dans la nature de la matière d'appeler certaines approches. C'est rarement ce qui demande le moins de préparation. Hein? Oui, ça fait partie de notre quotidien d'enseignant. Voilà, 74 personnes ont déjà répondu à la première question. Merci de partager vos réponses. L'important, évidemment, c'est d'avoir pris le temps de vous poser la question, mais de la déposer en ligne aussi, c'est agréable pour le groupe là, et pour moi d'avoir le pouls du groupe. Merci de votre participation. Je vais m'intéresser à ces 2 colonnes-là, évidemment, ce qui convient mieux aux étudiants, ce qui convient mieux à la matière, et je vais vous proposer une façon très objective de déterminer la pertinence d'une approche.
Et c'est là qu'on va trouver une application hyper concrète de nos grilles d'évaluation critériées dans une situation où on va mettre l'évaluation au service de l'apprentissage à l'aide d'un test diagnostique. Voyons voir. En partant de votre intention pédagogique, une formule simple, mais c'est sûr que cette évaluation-là commence par la formulation d'une intention pédagogique, mais toute démarche commence par la formulation d'une intention pédagogique. Et si les mots vous manquent, une formule simple serait de dire, par exemple, à la fin de cette séquence, l'étudiant sera en mesure de, et là, il y a un certain verbe à l'infinitif qui complète la phrase, et ce verbe, les verbes employés ici peuvent être tirés de la banque qui les classe selon les habiletés cognitives à développer, qui était le sujet de notre premier webinaire. On a des tableaux qui résument cette taxonomie des habiletés qu'on pourrait vous partager. Le but de l'exercice ici est de tenir un test diagnostique, ça veut dire une photo de mon groupe à un moment donné, avant de commencer l'enseignement d'un nouveau contenu, par exemple, dans le but d'évaluer le risque. D'évaluer le risque chez mes étudiants de commettre des erreurs ou d'utiliser des stratégies qui sont inappropriées. Plus le risque est grand, plus je dois me tourner vers des approches pédagogiques dites passives. Il ne faut pas prendre le mot passif dans son sens le plus péjoratif. C'est des approches qui sont plus passives, mais qui sont absolument nécessaires quand le risque est grand. Le risque de commettre des erreurs, d'utiliser des stratégies inappropriées. Si, à l'issue du test diagnostique, vous vous rendez compte que vos étudiants sont plutôt dans la branche verte de mon arbre de décision ici, les stratégies sont appropriées, on maîtrise les bases, ça arrive typiquement avec des étudiants plus avancés ou avec des étudiants chez qui le risque d'erreur est faible. Dans ce cas-là, il serait tout à fait avisé d'utiliser des approches actives, car ce sont les approches les plus efficaces pour apprendre. Je vais donner quelques exemples. Si vous constatez, avant de changer de diapositive, que les connaissances sont faibles, un entraînement, une récupération en mémoire avec des quiz de connaissances serait probablement approprié. Si vous utilisez les activités interactives sur notre plateforme, sur n'importe quelle plateforme, vous êtes en train d'entraîner les cerveaux de vos élèves en autant que l'accompagnement du prof est disponible. C'est-à-dire qu'on ne permet pas à l'élève de pratiquer ses erreurs. Aussitôt qu'il y a erreur, on lui offre la rétroaction nécessaire pour qu'il puisse corriger son chemin et consolider dans son cerveau les bonnes pratiques, les bonnes stratégies, les bons chemins à emprunter. Donc, c'est l'évaluation du risque qui nous permet de choisir une approche plus passive ou plus active. Un mot en terminant sur cet arbre-là à propos de l'enseignement à distance. C'est sûr que si le risque d'erreur est faible et qu'on veut mettre les étudiants en situation optimale d'apprentissage, on va les amener à réaliser des tâches de haut niveau, je parle de haut niveau d'habileté cognitive, bien, il faut leur laisser du temps. On ne peut pas avoir de bonnes idées, créer des liens, être innovant si on a une minuterie pour s'exécuter. C'est un facteur anxiogène qui nous empêche de penser. Laisser du temps, ça veut dire rester disponible, faire ressentir sa présence, afficher clairement ses disponibilités, ses heures de bureau, même s'il est virtuel, utiliser des sous-salles, des sous-groupes, donc dans la visioconférence pour permettre aux étudiants de communiquer entre eux et laisser du temps vide, dans un échéancier précis, bien sûr, mais du temps où il est possible de laisser décanter l'information, laisser le temps à l'esprit de errer un peu pour avoir une opportunité où les meilleures idées vont émerger. Quelques exemples d'approches passives et d'approches actives. Les approches passives,
sont des activités qui demandent à l'étudiant de lire, d'écrire, de surligner des passages, de suivre votre exposé magistral. C'est tout à fait approprié si le risque d'erreur est grand. En visioconférence, le partage d'un document, la notation en direct permet d'attirer l'attention des étudiants sur votre discours intérieur, autrement dit sur la modélisation. L'exposé magistral à distance, tout à fait pertinent si le risque d'erreur est grand. Les étudiants ont besoin d'accompagnement et d'enseignement explicite. Cependant, il devra être très morcelé parce que l'attention est courte en visioconférence. Fractionner son contenu, puis mentionner aux étudiants l'intention pédagogique de cette petite partie à venir avec une phrase de type « À la fin de la prochaine section, vous serez en mesure de… » blabla. Et là, on vérifie en fin de section si les étudiants ont l'impression d'avoir atteint l'objectif. Est-ce que vous êtes en mesure, comme annoncé, de blabla? Et là, un sondage instantané, comme celui que je viens d'utiliser en ligne avec vous, serait pertinent pour avoir le pouls du groupe et permettre à l'étudiant de s'engager dans ses apprentissages. Même si l'approche est passive, son écoute à lui, elle est active. Et il a un objectif, on appelle ça une intention d'écoute. Là. Ça veut dire que ça sert à quelque chose de suivre l'exposé magistral puisqu'on m'a annoncé qu'à la fin de la section, je serai en mesure de blabla. Sylvain, voilà pour les approches. Oui. Est-ce que je peux t'interrompre? J'ai une question de Mme Gamache ponctuelle. Donc, elle écrit dans le Q questions et réponses. Qu'en est-il des approches évaluatives laissant place à la créativité de l'apprenant sur une base guidée, ouverte et libre? D'après ce que j'entends des adjectifs choisis ici, on serait tout à fait en phase avec ce qu'on appelle des approches actives. Si vous jugez que vos étudiants utilisent des stratégies qui sont appropriées, qui ne sont pas en train de pratiquer des erreurs, donc de consolider de mauvaises connexions neuronales, il serait tout à fait approprié, dans un certain cadre, un certain échéancier, de les laisser démontrer des compétences de haut niveau. Ce que je veux dire, c'est pour faire référence aux grilles de correction qu'on a corrigées, et les grilles de correction en créativité vont dans ce sens-là. On décline des niveaux de compétences souhaités chez l'étudiant. Ces niveaux de compétences-là sont expliqués par ce qu'on appelle des descripteurs, c'est-à-dire le texte remplissant chacune des cases de la grille d'évaluation. Et le fardeau de la preuve revient à l'étudiant, c'est-à-dire qu'il doit vous démontrer, après avoir compris vos critères d'évaluation, après avoir pris connaissance de la grille, on a dit la dernière fois que cette grille-là devrait être présentée dès l'amorce du projet, dès l'énoncé des consignes, dès le début de la séquence d'enseignement. Utilisé en cours de route, on va le voir tantôt, pour offrir une rétroaction continue. Donc, l'étudiant qui lit cette grille d'évaluation-là pourrait se dire « Ah, j'ai ça à faire pour atteindre les plus hauts niveaux. Et là, je vais prouver au prof, par ma production, que je suis effectivement rendu à tel niveau de compétence. » Spécifiquement, sur l'évaluation des tâches en créativité, Mme Gamache, je vous recommande fortement un livre qui a été publié par l'OQPC dans la collection Performa sur l'évaluation au collégial universitaire. Et il y a un chapitre sur l'évaluation de la créativité et on donne des exemples de grilles d'ailleurs à employer. Le titre complet, et on le mettra, je me tire le bras pour le prendre dans ma bibliothèque, Évaluer les compétences au collégial et à l'université, un guide pratique. On mettra les références dans le clavardage. Tu permets, Sylvain, que j'ajoute qu'il y a eu un webinaire là-dessus en février par Angela Mastrassi et Annie-Claude Prudhomme sur justement l'évaluation de la créativité et le lien vers l'enregistrement est disponible dans le site web de l'AQPC, documentation et enregistrement. Excellent, merci. Mais oui, j'ai assisté en plus, c'est vrai, c'était tout à fait pertinent, merci beaucoup. Voilà, j'espère que ça répond à la question et que ça vous aiguille sur les choix d'approche.
Si le sujet vous intéresse et que vous êtes particulièrement interpellé, si vous êtes à la recherche d'outils concrets pour être plus efficace dans votre étayage, ici j'emploierais la métaphore de l'échafaudage, que l'on construit autour d'une structure qui sera un jour autoportante et qui n'aura plus besoin de cet échafaudage. Je vous recommande ce tableau d'exemple publié par François Guillemette et Katia Renaud de l'UQTR. On va vous mettre tout de suite le lien dans le clavardage. Sinon, l'article de Luce Barriot, lorsqu'elle était au RIR, elle avait traduit et publié en infographie les principes d'enseignement efficace, encore disponible sur le site du RIR CETREC. Voilà pour l'évaluation au service de l'apprentissage et de l'utilisation de grilles d'observation afin de poser un diagnostic sur un groupe dans le but de mesurer son risque d'erreur et de choisir l'approche pédagogique la plus appropriée à la situation. L'évaluation en tant qu'apprentissage, c'est ce moment d'évaluation formative. On va s'entendre sur les mots d'abord. Un examen formatif n'est pas une pratique d'examen. Ça, c'est un teach to test. Dans certaines situations, il faut apprendre l'examen. Par exemple, il y a des examens certificatifs, des examens d'ordre professionnel qui ont un certain format et il faut pratiquer ce format-là aussi juste pour savoir à quoi s'attendre et être capable de le réussir. Ça fait partie du jeu en quelque sorte. Mais le profil de sortie de vos étudiants, si on le regarde attentivement, est-ce que vous avez le mandat de former des étudiants qui sont capables de passer des examens? Est-ce que vous avez le mandat de former des étudiants qui ont de la mémoire à court terme et qui sont capables de remplir des feuilles d'examen en se bourrant le crâne, bref, en performant au niveau du bachotage? Si votre objectif est de développer des compétences personnelles et professionnelles chez vos étudiants, une évaluation formative donne le droit à l'erreur. Ce n'est pas une évaluation qui compte un peu dans la note finale, c'est un moment où on est en train d'apprendre. Et il est permis de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs. Il est permis de faire des erreurs puisque ça ne compte pas de faire ces erreurs. Et là, vous me direz, ouais, mais les étudiants ne feront pas le travail si ça ne compte pas. Oui, évidemment, on leur a appris le jeu de l'école, le bâton et la carotte, et on fait de la gestion de classe avec des points, malheureusement, parfois. Mais si on embarque nos élèves dans le processus d'évaluation au lieu de leur faire subir et qu'on leur dit que le cerveau fonctionne d'une certaine manière et on va l'entraîner, notre cerveau, pour apprendre et pour apprendre de façon durable parce que c'est profitable de faire certains apprentissages à long terme. Peut-être que vous avez déjà fait la liste des éléments que vous espérez que vos étudiants conservent pour toute leur carrière, pour toutes leurs études, pour toute la session, puis idéalement jusqu'à la semaine prochaine. Peut-être une hiérarchie dans vos contenus comme ça. Récupérer en mémoire, c'est l'activité intellectuelle la plus efficace pour apprendre. Le premier élément, c'est donc d'enseigner à nos étudiants à chercher dans leur tête, pas sur Google, pas dans la tête d'un ami, dans leur tête. Il faut placer nos étudiants en état d'entraînement. Parce que récupérer en mémoire, ça demande un effort. On s'entraîne. Ils fournissent un effort quand ils vont s'entraîner au gym. Il faut fournir un effort en classe quand on est en train de récupérer en mémoire. Ça veut dire, on se met dans une situation d'entraînement, puis on le dit à nos élèves que c'est ça qu'on fait. Et que pour la prochaine partie du cours, disons les prochaines 15 minutes, on va fournir l'effort de récupérer tout ce dont on se souvient à propos d'un sujet quelconque ou d'un concept donné. Et on va organiser nos souvenirs dans un schéma conceptuel, carte mentale, schéma heuristique, ça a plusieurs noms. Utilisez l'outil qui vous convient, qui soit complètement vierge ou troué, pour arriver à rappeler un maximum d'éléments. Première stratégie, récupérer en mémoire. Deuxième stratégie, le faire souvent. Tester souvent.
c'est exactement comme l'entraînement physique. Aller au gym une fois, c'est une chose. Il y en a qui sortent de là avec des courbatures. Il y en a qui ont l'impression qu'ils sont sur la bonne voie. Ce n'est pas tout. Il faut y retourner. Il faut le refaire. Et idéalement, tester de façon espacée dans le temps. Ça ne sert à rien de faire toutes les séquences d'entraînement dans la même matinée. Ce ne sera pas plus efficace. En fait, ça va être pas mal moins efficace que si on y va de temps en temps. À tous les jours, à tous les 2 jours, 2 fois par semaine, ainsi de suite. Et cette consolidation des connexions neuronales, j'utilisais la dernière fois la métaphore du sentier en forêt, bien, ça s'entretient comme un sentier en forêt, sans effort, par le simple fait de se donner la peine de passer dans le sentier. L'effort à fournir, c'est d'y aller puis de le faire. Ça demande pas mal moins d'effort que de défricher un sentier dans la forêt dense et vierge. Mais il faut se donner la peine d'entretenir nos sentiers. Tester souvent de façon espacée dans le temps, je n'ai pas dit de corriger souvent, mais de tester souvent la mémoire en laissant des pauses entre les répétitions. Et finalement, la grille d'évaluation va aussi servir évidemment à l'évaluation finale. Donc, ce n'est pas un objet qu'on sort d'un chapeau lors de l'évaluation de fin de session pour justifier la note qu'on va donner, mais c'est un outil de travail qu'on utilise au jour le jour et que les étudiants connaissent. Autrement dit, lors de la situation d'évaluation finale, il ne devrait pas avoir de grandes surprises. L'étudiant saurait déjà, et vous aussi d'ailleurs, à quel niveau il va se situer. Le problème à distance, à cette 3e étape, c'est comment éviter la triche. Première question qu'on a posée au printemps 2020, comment éviter la triche? Mes étudiants trichent en ligne. Évidemment que les étudiants allaient tricher en ligne, c'était écrit dans le ciel parce qu'on a dans plusieurs cas transposé intégralement ce qu'on faisait en salle de classe en visioconférence. Ça ne fonctionne pas. L'inverse se peut, ce qu'on va avoir développé pendant cette année de bons outils, de bonnes pratiques en ligne pourront être amenés en classe pour les cours en personne. Mais si l'examen final n'est qu'un test de connaissance, c'est sûr que le fait de le faire en ligne, c'est propice à la triche. Plus vous imposez des tâches de bas niveau, au niveau des habiletés cognitives, plus ce sont des tâches de bas niveau taxonomique comme évaluation sommative, plus c'est difficile de faire un portrait des compétences de l'élève qui soit juste, surtout en ligne. Communication, recherche, etc. On va en reparler un petit peu plus loin des outils, là, mais on magasine du trouble si on essaie de faire tel quel des examens de connaissances en ligne. J'inverserai donc la question. Qu'est-ce que vous voulez évaluer et comment vous assurer que vos élèves ont atteint l'objectif pédagogique que vous avez énoncé lors de l'écriture de votre intention pédagogique? Si le sujet vous intéresse, je vous partage une autre source fort intéressante sur le questionnement, la planification de la conception d'évaluation à distance. Ça a été publié en 2016. En 2016, on n'imaginait pas une pandémie qui allait nous confiner et nous tenir loin de nos campus et de nos cégeps. Et pourtant, c'est tout à fait d'actualité, cet outil de questionnement pour la planification des évaluations d'un cours à distance qui avait été pensé à l'époque pour la formation à distance. Voilà, le lien sera dans le clavardage. Deuxième sujet, la rétroaction. Monsieur Robin, dois-je ici faire une pause pour répondre à certaines questions? Tout va super bien, monsieur Desautels. Alors, poursuivons. Pourquoi et comment offrir de la rétroaction? Il faut garder en tête ici qu'on va se servir de la grille d'évaluation critériée au jour le jour, à toutes les occasions possibles. Voici un graphique résumant grossièrement ce qu'on appelle la taille d'effet. Bon, la taille d'effet, ce n'est pas une invention pédagogique, c'est un élément statistique, mais depuis les travaux de John Hattie sur l'enseignement efficace et qu'est-ce qui est visible, d'ailleurs, ça s'appelle Visible Learning,
Quelles sont les approches, les actions, les gestes que les enseignants posent avec leurs élèves, avec leur classe, qui ont un effet positif? Est-ce qu'on pourrait les classer en ordre du plus grand effet ou du meilleur effet jusqu'à pas d'effet ou effet négatif? Donc, une taille d'effet de 0,4 et plus, ce sont des bons gestes, des bonnes idées pédagogiques, des bonnes approches. C'est la chose à faire. Si tu obtiens une taille d'effet de 0,4 par rapport à ne pas le faire, c'est bon. Dans la zone orange, c'est un effet moyen. Donc, 0,25 à 0,4. Dans la zone jaune, ça ne vaut pas la peine d'investir autant de temps et d'argent dans le sens que les étudiants y arriveraient de toute façon sans notre aide. Il y a beaucoup de mesures populaires, très populaires même parfois, qui, dans le fond, ont une taille d'effet positive. C'est positif, mais c'est très faible, entre 0 et 0,15. Il y a quelques éléments qui nuisent à la progression des étudiants, qui sont dans le rouge. On parle d'un grand déficit de l'attention, chez les enfants, de trop d'heures de télévision dans leurs loisirs. Le redoublement d'années aussi, ça a été compté comme un effet négatif. Il y en a quelques-uns, c'est assez rare, les effets vraiment négatifs. Mais à propos de la rétroaction, je vous invite donc, il y a déjà 5 personnes qui ont répondu, sur menti.com, 1444 38 41, à classer, d'après vous, et là je parle de taille d'effet, 5 éléments de rétroaction. Il y en a 2 qui concernent le moment où on offre de la rétroaction à l'étudiant. Rétroaction immédiate versus rétroaction après l'apprentissage. Ça veut dire une fois que j'ai corrigé l'examen, je mets des commentaires. Un autre groupe de 2 éléments oppose la rétroaction élaborée, ça veut dire qui contient des explications, par rapport à une rétroaction seulement sur l'exactitude. Ça veut dire, je dis à l'étudiant, la réponse est bonne ou la réponse n'est pas bonne. Correct, incorrect. Puis le 5e élément, qui n'est pas associé en paire avec un autre, c'est le fait de fournir à l'étudiant le corrigé. Quelle taille d'effet ça a d'après vous? Je vous invite donc à classer tout simplement ces éléments-là en ordre décroissant d'efficacité. Gardez en premier lieu le type de rétroaction qui vous semble avoir le plus d'effets positifs sur l'apprentissage. Et laissez en 5e lieu un dernier choix qui ne sera pas pris par les 4 premiers. Il va donc tomber sur le 5e. Exprimant ainsi ce que vous jugez à vue de nez comme ça, comme étant le moins efficace. Je vois qu'on a 104 participants dans la salle. Je vais donc vous laisser un temps de réflexion. Voilà. Alors, je vais laisser quelques secondes aux autres participants pour y répondre. Alors, ce qui vous semble le plus efficace, c'est une rétroaction élaborée qui est donnée immédiatement. Ensuite, en 2e lieu, une rétroaction en différé après l'apprentissage qui porterait sur le fait que la réponse est bonne ou pas bonne. Et d'après vous, en tout cas d'après les 60 personnes qui ont répondu jusqu'à maintenant, fournir le corrigé aurait un impact moins important. Votre intuition est excellente, groupe. C'est exactement ça. Je veux vous faire réaliser à quel point, en classant ces énoncés sur le petit graphique coloré que je vous montrais à l'instant. Donc,
Offrir une rétroaction élaborée, donner des explications sur la qualité de la réponse qui a été donnée ou de la démarche qui a été utilisée, ça a une très grande taille d'effet. C'est majeur 0,49 dans les tailles d'effet en éducation. Donc, si vous avez du temps à investir prioritairement sur une forme ou une autre de rétroaction, mettez vos billes dans ce panier. C'est très payant au niveau des apprentissages de vos étudiants. On est en zone très positive. Juste après, presque aussi efficace, dans la zone de très efficace, une rétroaction donnée tout de suite. L'étudiant a besoin de savoir pendant qu'il apprend s'il est sur la bonne voie, où est-ce qu'il se situe par rapport aux attentes et qu'est-ce qu'il peut faire pour s'améliorer. Donc, la combinaison de ces deux qualificatifs-là, ça serait vraiment une pratique gagnante. Alors, mettez votre énergie, et c'est ce que cet article démontre, mettez votre énergie sur, oui, l'élaboration d'explications, mais une rétroaction qui soit la plus instantanée possible. Et c'est là que la technologie peut nous aider à rendre cette rétroaction-là la plus rapide possible. Dire à l'élève si sa réponse est bonne ou pas bonne, bien là, on vient déjà de tomber dans une autre catégorie de taille d'effet. C'est un effet positif, un effet moyen sur la réussite des étudiants. Une rétroaction différée aussi est considérée comme un effet moyen, mais là, on commence à baisser pas mal. 0,22, c'est bon, mais pas tant que ça. Ce qui est étonnant à propos de la taille d'effet, c'est la taille d'effet qui est accolée au fait de fournir le corrigé à l'élève. Vous l'avez classé, 67 personnes ont répondu, vous l'avez classé bon cinquième, vous avez tout à fait raison, c'est ce qui est le moins efficace. Et pourtant, les étudiants réclament les corrigés à grands cris. Ils veulent aller voir le corrigé. Mal employer le corrigé, en plus, ça donne une illusion de maîtrise. L'illusion de maîtrise, c'est ce contexte où l'étudiant se dit « Ah, je le sais, je l'ai sur le bout de la langue, c'est quoi déjà? » Et là, il va voir à la fin le corrigé. « Ah oui, je m'en souviens, je vais être correct à l'examen. » Cette illusion de maîtrise-là, elle est traître et elle ne donnera sûrement pas les résultats escomptés du côté de l'étudiant. Mais disons qu'il l'emploie de façon intelligente. La taille des faits est presque nulle. Presque nulle. Alors, si ça vous coûte en temps et en effort et en ressources de fournir le corrigé, dites-vous que vous faites ça presque pour rien par rapport aux autres pratiques en rétroaction qui ont des tailles d'effets beaucoup plus importantes. Parlons Sylvain, maintenant. Oui. Sylvain, j'ai une question de Madame Vachon. Oui, la rétroaction est-elle aussi efficace lorsqu'elle est faite seulement à l'oral ou elle doit être faite à l'oral et à l'écrit? Là, on parle d'encodage de l'information. Ça n'a pas été mesuré dans cette étude-là. Ceci dit, on s'est rendu compte que si on veut donner de la rétroaction élaborée et immédiate, parce que c'est ce qui est le plus payant, on n'a pas le temps de tout faire ça à l'écrit. Et de toute façon, il y aura un décalage parce que si on prend le temps d'élaborer un texte pour offrir des commentaires écrits à nos étudiants, puis qu'eux prennent le temps de les lire en plus, déjà, on n'est plus dans l'immédiat. À la quantité d'étudiants qu'on a à la fois en plus, c'est une charge de travail qui est juste impossible à gérer. Donc, autant que possible, parce qu'on veut prioriser l'instantanéité, on va intervenir à l'oral aussi souvent que possible, mais en faisant un certain type d'intervention. Je vais en parler dans quelques instants. Les types de rétroaction et comment on formule cette rétroaction-là. Déjà, pour répondre à la question succinctement, puis je vais y revenir tantôt, si vous vous concentrez sur 3 éléments, qu'est-ce que l'étudiant a fait de bien? Deuxièmement, où est-ce qu'il se situe par rapport aux attentes? Évidemment, ces attentes-là sont énoncées dans la grille de correction. Donc, si
vous parlez la même langue, c'est-à-dire à propos de la même grille, les étudiants vont pouvoir se situer. Si tu es un étudiant dans le désert, ça ne dit rien. Mais si tu es l'étudiant par rapport à une échelle de, mettons, 5 niveaux, puis dire, je constate présentement que tu as fait ça de bien. Dans l'état actuel des choses, tu te situes à, je lis ici dans mon descripteur, niveau 3 sur 5. Et la troisième étape serait évidemment de pointer les éléments dans les échelons supérieurs pour qu'ils puissent améliorer son travail, sa production. Avec nos étudiants les plus faibles, je vous dirais qu'on ne peut pas les laisser là parce que certains de nos étudiants ont, dirait-on, tout à améliorer. Donc, il faut choisir les combats à leur place parce qu'on sait où est-ce qu'on veut les amener, puis décider que là, la prochaine étape, la prochaine mini-étape sera de mettre de l'énergie et du temps sur telle chose, et sachant qu'ensuite, il y aura d'autres étapes. Donc, il faut comme choisir le plan de match dans certains cas à leur place. Et ça se fait très, 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 très bien à l'oral, évidemment. Autre chose, la rétroaction peut se faire aussi en évaluation sommative. On a discuté avec des collègues dans un autre webinaire sur l'entrevue comme évaluation sommative. Donc, l'examen de fin de chapitre, de fin d'étape, de fin de session même, en entrevue individuelle de 20 minutes. Ça veut dire qu'on prévoit notre horaire et on réaménage notre temps pour voir 50, 60 étudiants un par un pendant 20 minutes avec un tampon de 5 minutes entre chaque rencontre pour ne pas être bousculé dans le temps. Ça demande une organisation. Mais ça s'est fait, par exemple, une enseignante en biologie qui nous racontait son expérience où elle a choqué ses élèves dans un premier coup, qui réclamaient à grands cris un examen classique écrit papier-crayon, parce que c'est ça qu'ils connaissent. Alors que l'entrevue a permis d'apprendre des choses à l'étudiant en cours de route, ce qui n'est pas rien, c'est rare qu'on apprend quelque chose dans un examen sommatif, d'avoir un échange, d'offrir une rétroaction immédiate et d'aller creuser l'élaboration d'explications du côté de l'étudiant. On n'était pas dans cette situation malheureuse où là, le soir, avec nos copies, on se dit « Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet étudiant-là? J'aimerais ça l'avoir dans ma face pour lui dire « Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ta démarche au complet? Comment tu es arrivé à tel résultat? » Puis là, il pourrait me le dire. Bien, en entrevue, justement, on peut poser ces questions-là. Entrevue qui est menée en complétant la grille d'évaluation au fur et à mesure, ce qui fait qu'au terme de l'activité, bon, ça a pris beaucoup de temps, mais pas tellement plus que le temps global de l'évaluation, si on additionne les heures de correction que vous faites en dehors du temps d'évaluation. Parce que vous administrez l'examen, donc ça dure 3 heures. Vous passez combien de temps à corriger 50 examens après? Des heures aussi. Bien, si on utilise l'entrevue comme ça en évaluation sommative, avec la grille qu'on a utilisée pendant tout le projet, voire toute la session, on se ramasse à la fin de la dernière entrevue avec une tâche complète. La correction est terminée, les notes sont rentrées, la tâche d'évaluation est terminée. Plus de samedi, plus de soir à passer là-dessus. Bien sûr, l'enseignante en question, je parlais d'un prof de bio tantôt, elle avait pris la peine, par sécurité, d'enregistrer toutes les entrevues et elle disait qu'elle avait eu à réécouter une entrevue parce que à la lecture de sa grille de correction, l'étudiant échouait. Puis là, elle voulait être bien sûre de la sanction qu'elle posait sur cette évaluation. Puis à l'écoute de l'enregistrement, elle s'est rendue compte que oui, effectivement, elle confirmait que l'étudiant était réellement en échec. C'est fin de l'histoire. Voyons maintenant ce qui se passe dans le cerveau de nos étudiants quand on leur offre de la rétroaction. Là, je vais faire une parenthèse sur le fonctionnement du cerveau qui va nous sortir un peu de l'application concrète de votre grille d'évaluation, mais ce sera pour mieux y revenir tout de suite après. N'ayez crainte. Dans la tête de vos étudiants, il y a des réseaux de neurones qui servent, entre autres choses, à énoncer des prédictions. L'étudiant pense que cette façon de faire, c'est
la bonne façon de faire ou que cette réponse-là, c'est la bonne réponse. Une fois que la prédiction est faite, il peut, de votre part, recevoir une rétroaction positive ou négative. Dans le cas d'une rétroaction positive, ça veut juste dire que le résultat est conforme à la prédiction. Donc, vous confirmez que c'est la bonne démarche. Vous dites que c'est la bonne réponse. Vous approuvez le choix d'une stratégie. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'élève à ce moment précis? Le cerveau a besoin de tout mettre en place, et c'est pas mal le but principal du cerveau, tout mettre en place pour consommer le moins d'énergie possible pour réaliser une tâche la prochaine fois. Donc, si son réseau de neurones a créé, formulé une certaine prédiction et qu'il reçoit une rétroaction positive, il faut qu'il consolide ce chemin-là pour que la prochaine fois, ça demande moins d'énergie à parcourir le même tracé. Et il faut encourager le cerveau à consolider ces liens-là. Donc, il va y avoir sécrétion de dopamine qui va mettre l'étudiant dans un état de satisfaction et de bonheur et surtout qui va renforcer des connexions cérébrales. Ici, on va trouver de la motivation dans la sécrétion de dopamine à répéter ce qu'on a fait précédemment parce qu'on a eu une confirmation que notre prédiction était la bonne. Une rétroaction positive, ça a pour conséquence de susciter chez l'étudiant une motivation à reproduire le schéma, à consolider les connexions cérébrales dans le but de dépenser le moins d'énergie possible la prochaine fois. Supposons à l'inverse que vous dites à votre étudiant que sa prédiction n'était pas bonne. Ce n'est pas la bonne stratégie. Ce n'est pas le bon résultat. Ce n'est pas la bonne réponse. Le résultat obtenu n'est pas conforme à la prédiction. Alors là, il y a une autre partie du cerveau qui va entrer en jeu, le cortex singulaire antérieur, si vous voulez le savoir, qui va réagir, lui, au renforcement négatif. Quel est le but de cette opération-là dans la tête de notre étudiant? C'est de modifier les connexions cérébrales pour trouver un autre chemin meilleur la prochaine fois. Autrement dit, ne pas travailler sur un sentier qui mène à un cul-de-sac, c'est de l'énergie gaspillée. Il faut donc tout de suite mettre en branle un autre mécanisme pour reconnecter les neurones autrement pour que la prochaine fois, il n'y a pas d'errance ou de gaspillage d'énergie. Les hypothèses dans l'histoire de l'évolution de l'Homo sapiens autour de ce mécanisme-là, on pense que les premiers êtres humains qui trouvaient une source de nourriture en forêt avaient tout intérêt à mémoriser le chemin parcouru, le trajet, pour dépenser moins d'énergie la fois suivante pour trouver la source de nourriture. Et pour récompenser le cerveau, la sécrétion de dopamine encourageait l'individu à reprendre le même chemin pour trouver la source de nourriture, ce qui donnait de la satisfaction avant même d'avoir consommé la nourriture. C'est-à-dire que juste la trouver consolidait ou trouver le bon chemin, consolidait les connexions cérébrales. Cette métaphore de sentier en forêt s'applique tout à fait à tout apprentissage qui se passe dans votre cours. Lors d'un nouvel apprentissage, les étudiants font de nouvelles connexions et ces connexions-là sont fragiles. Et il ne faut pas les laisser se défaire, il faut les entretenir. Et la rétroaction positive, le renforcement positif, consolide ces bonnes connexions-là. Il faut les encourager. Et on devient accro à la dopamine. Ce cycle de dopamine est très, très bien entretenu par les réseaux sociaux, par exemple. Ce qui fait que le simple fait de sentir vibrer son téléphone dans sa poche va nous amener à rembarquer dans la boucle de la dopamine parce qu'on sait qu'on a eu des mentions j'aime, parce qu'on a publié récemment une nouvelle photo sur son profil, par exemple. Et que probablement que les commentaires sont à l'avenant, qu'on est beau, qu'on est belle. Et on est encouragé à reproduire cette boucle-là le plus souvent possible parce que ça nous met dans un état de plaisir et de satisfaction. C'est l'effet secondaire de la dopamine.
La rétroaction négative, donc, nous suscite chez l'étudiant la volonté d'améliorer les prédictions afin de rendre les dépenses énergétiques plus efficientes pour les prochaines fois. Petite nuance à apporter entre l'efficacité de la rétroaction positive par rapport à la rétroaction négative. Attention, il faut bien s'entendre sur les mots ici. Rétroaction positive, c'est quand je dis à mon étudiant, la prédiction que tu as faite était la bonne, tu es arrivé au bon résultat. Rétroaction négative, c'est quand je dis à mon étudiant que je lui fais comprendre que sa prédiction n'était pas bonne puis qu'il est arrivé à un mauvais résultat. Et là, dans sa tête, il va avoir la volonté d'améliorer les prédictions la prochaine fois. Voilà la discrimination importante à faire entre les expressions rétroaction positive et rétroaction négative. Donc, à propos de l'effet de la rétroaction positive ou de la rétroaction négative varie en fonction de l'âge de la personne à qui vous offrez cette rétroaction-là. Par exemple, chez les jeunes enfants, il est peu efficace de leur dire que leurs choix ou que leurs actions ne sont pas les bonnes. Pourquoi? Parce que ça prend un stop dans le cerveau pour arrêter une action, prendre un pas de recul et se dire qu'il faudrait faire autrement. Cette inhibition vient avec la maturation du lobe frontal. Et chez l'enfant, comme chez l'adolescent, le lobe frontal est immature. Il n'a pas fini de se développer. Donc, il ne peut pas profiter d'une rétroaction négative comme le ferait un adulte, tel qu'exprimé sur la courbe à l'écran. Pour ce qui est de la rétroaction positive, qui est très efficace ou plus efficace chez l'enfant, le renforcement positif est plus efficace parce qu'on le met tout de suite dans la boucle de dopamine. On n'a pas besoin de lobe frontal pour profiter de l'effet de la dopamine. Et on est invité par notre cerveau à répéter cette sécrétion de dopamine, donc à reproduire le comportement attendu s'il y a eu enseignement explicite du comportement attendu et renforcement positif lorsque ça s'est présenté. Vos étudiants à votre niveau arrivent peut-être à ce point d'équilibre où les deux types de rétroaction sont aussi efficaces l'un que l'autre. Évidemment, cette courbe-là est plus avancée chez le garçon que chez la fille, parce que chez l'homme, le lobe frontal arrive à maturité plus tard que chez la femme. Peut-être que vous avez des étudiants qui arrivent d'un autre domaine, qui font un retour aux études après quelques années, peut-être sur le marché du travail, et donc qui sont plus vieux. Et avec ces adultes, la rétroaction négative est beaucoup plus efficace que la rétroaction positive. C'est à tenir en compte. Sylvain, j'avais une question. C'est ça, je prenais le temps de respirer. Je suis sûr que tu allais me parler. Non, mais faut que je te coupe au moment opportun. J'avais deux questions qui étaient en suspens. Il y avait une question de Mme Vachon qui demandait pour l'enregistrement des évaluations, c'était la diapo avant, est-ce que c'est essentiel d'avoir fait au moins un formatif avec enregistrement avant ou c'est pas nécessaire? Je vais en parler tantôt. Dans le type de rétroaction collective, on va parler de modélisation, d'exemples et de contre-exemples. Dans certains cas, ce serait suffisant. Si c'est bien fait, on expliquera comment ça pourrait être bien fait. D'expérience, les étudiants qui procèdent par enregistrement ou qui placent un enregistrement en pièce jointe à leur production pour justifier leur démarche, pour élaborer leur explication, d'expérience, envoient rarement le premier jet. Parce que d'habitude, quand on s'enregistre, on s'écoute avant de l'envoyer. Puis d'habitude, quand on s'écoute, la voix nous tape sur les nerfs, notre propre voix nous tape sur les nerfs, et tous les défauts de l'enregistrement nous apparaissent exagérés. Les moments où on a hésité, les moments où on n'a pas été assez concis, précis, les moments où on n'a pas utilisé les bons mots, les moments où on a cafouillé. Donc, on va reprendre. Et habituellement, les étudiants, pour de courts enregistrements, là, je parle de moins d'une minute, vont nous envoyer leur deuxième, troisième version. Et cet exercice-là, sans qu'ils s'en rendent compte, a une grande valeur parce qu'ils portent un jugement sur leur travail
dans le but de l'améliorer. Parfois juste sur le contenant, malheureusement, et pas sur le contenu, mais au moins, il l'améliore. Et c'est une partie de la rétroaction ou un type de rétroaction qui s'appelle l'auto-évaluation, qui a beaucoup de valeur aussi, puis qui déleste l'enseignant d'un certain travail. La deuxième question étant? Oui, on parlait de... OK. Est-ce que cet impact est aussi possible pour l'étudiant qui est témoin d'une prédiction et rétroaction faite pour un père ou par un père? Oui, oui, oui. La rétroaction par le père est une autre rétroaction, un autre type de rétroaction très efficace. J'en parle aussi dans un moment. Cette rétroaction, elle est pertinente si les étudiants ont très bien compris qu'est-ce qu'un critère de qualité et que cette rétroaction-là se porte sur une production anonyme. Il est très difficile pour les étudiants, surtout les plus jeunes, de faire abstraction de la personne à laquelle ils s'adressent. Et parfois, ou trop ou souvent, ça dépend des cas, la rétroaction porte plus sur la personne que sur la production, plus sur le contenant que sur le contenu. Donc, il faut avoir modélisé et expliqué les critères de qualité. Il faut que les étudiants soient capables de les reconnaître dans les travaux de leurs pairs. Et là, on peut profiter d'une rétroaction par les pairs qui a une très grande valeur. Une rétroaction a des caractéristiques. Une bonne rétroaction, elle est USB, image proposée par Jacques Coul, qui est directeur du cadre 21, que j'aime bien. Une rétroaction USB, c'est facile à retenir comme une clé USB. Ça veut dire utile, spécifique et bienveillante. Il reste à ajouter la vitesse, évidemment. Donc, USB 4.0, mettons, pour utiliser du langage informatique, serait une rétroaction, pour dire qu'une rétroaction efficace serait immédiate, évidemment. Donc, cette évaluation en tant qu'apprentissage, si on la résume en 3 étapes, et d'ailleurs, je vais répéter ce qui a été mentionné tantôt. 1, dire à l'étudiant ce qu'il a fait de bien. 2, situer l'étudiant par rapport aux attentes. Et là, on a absolument besoin de la grille pour leur expliquer où est-ce qu'ils sont rendus, sur quel échelon ils sont rendus. Et finalement, 3, indiquer à l'étudiant ce qu'il peut améliorer et comment. Voyez comme tout est dans tout. Les types d'évaluation renvoient entre autres à la rétroaction qui utilise l'évaluation critérique. La rétroaction en continu a plusieurs visages et la tâche ne repose pas que sur les épaules du prof. La rétroaction individuelle, oui, c'est le travail de l'enseignant et oui, c'est à propos de la production, pas de l'étudiant, de sa production selon une grille objective avec des critères qui ont les qualités dont on a parlé la dernière fois. Je les rappelle, ils sont clairs, ils sont compréhensibles par les étudiants, ils sont cohérents avec notre intention pédagogique. On a dit à l'étudiant qu'au terme du projet, il serait en mesure de... Bien, on le mesure avec la grille. On parle un langage qui n'est pas du jargon pédagogique, mais quelque chose que les étudiants peuvent comprendre et ça varie selon l'expérience des étudiants. Et un descripteur clair me permet de classer, mais hors de tout doute, les productions dans l'une ou l'autre des colonnes de ma grille. La rétroaction collective est un moment important de modélisation. Moi, j'aimais utiliser en classe des modèles de réponses attendues et des contre-exemples. Après avoir expliqué la grille de correction, j'aimais tout de suite montrer un exemple de production d'étudiants, mais de haut niveau, qui atteignait, mettons, le 5e échelon de 5. Et pour faire exprès, j'aimais prendre une réponse toute simple, concise, qui va à l'essentiel, dans un langage tout à fait accessible à la moyenne de mes élèves et dans le but de leur montrer que le dernier échelon est accessible. C'est possible d'atteindre le plus haut niveau dans ma grille. A contrario, j'aimais montrer des réponses verbeuses,
Exemple de faute de français, mais dans un texte très élaboré qui manquait complètement la cible. Le genre de réponse qui est hors sujet, qui ne respecte pas la consigne, qui ne répond même pas à la question, mais qui présentait beaucoup de mots dans des phrases très alambiquées et complexes. C'était un bon contre-exemple. Un exemple d'une réponse qui est en deçà du seuil de réussite, un niveau 1, 2 sur 5, mettons. Donc, ça me prend une banque de modèles de production anonyme pour faire de la rétroaction collective. L'auto-évaluation, on en parlait à l'instant, peut être prévue au calendrier. On appelle ça des arrêts sur la tâche. C'est des moments où on regarde la production de l'étudiant. En fait, l'étudiant regarde sa propre production à l'aide de la grille de correction, puis il se dit, bon, maintenant, en l'état des lieux, ce brouillon, ce premier jet, cette ébauche se place sur tel niveau de l'échelle et on utilise, c'est très important, toujours la même grille de correction pour cette communication-là et ce travail d'auto-évaluation. Et un arrêt sur la tâche, c'est non seulement l'occasion de faire une mise au point, où suis-je, de faire le point, en fait pas une mise au point, mais de faire le point, c'est-à-dire où est-ce que je me situe, mais aussi de se projeter. Et là, l'étudiant a à choisir une suite à donner. Une suite à donner, ça veut dire sur quoi je mets mon énergie, sur quoi je devrais mettre les prochains jours, qu'est-ce que je devrais prioriser comme amélioration. Et finalement, la rétroaction par les pairs demande une compréhension de la démarche de rétroaction. J'ai parlé des 3 étapes tantôt, idéalement sur des productions anonymes pour les raisons évoquées tantôt. Retrouvons-nous encore sur Menti, si vous le voulez bien. On va s'imaginer étudiant dans sa propre classe. Le code est bien le 46 52 51 38. Voilà. Imaginez-vous étudiant dans votre propre classe et là, définissez ce que vous êtes comme enseignant aux yeux des étudiants. J'ai 4 énoncés, 3 adjectifs puis une phrase. Il y a 4 éléments à classer encore une fois en ordre de priorité. Choisissez le truc qui vous définit le mieux en premier, puis peut-être que les autres, vous allez être obligé de les laisser comme ça là, sur un pied d'égalité. Le site va les placer en 3e et 4e, là, de toute façon. Alors, si j'étais dans ma classe, la question, je me percevrais comme. Voyons voir. Pendant que les gens répondent, Sylvain, oui. Je crois que le délai de la formation était jusqu'à 45. Je ne sais pas si Nicole, vous pouvez... J'avais 13 heures dans mon programme. Mais oui, juste pour nous assurer que le délai soit bien circonscrit là, dans les faits. C'est qu'on avait prévu que l'activité que j'avais, moi, en tout cas, comme information, c'était 75 minutes. Puis on a commencé à 11h30. Donc, à 45. Oui. Parfait. On va sauter après ce petit sondage dans les derniers éléments et on pourra rester en ligne avec ceux qui le désirent, qui ont commentaires à émettre, questions à formuler, etc. Voilà, alors déjà 52 personnes qui ont répondu sur les 99. Je vous laisse continuer à y réfléchir. L'important, c'est que vous vous positionnez vous-même, même si vous n'avez pas transmis en ligne les informations. J'attire votre attention premièrement sur le fait que les 4 éléments sont importants, que celui qui a été choisi comme 4e, c'est peut-être celui que vous voulez développer dans votre pratique. Quelques mots sur ce que ça sous-entend. L'engagement, ça concerne autant le prof que les étudiants. L'approche de l'enseignant donne le ton.
son amabilité, disponibilité, enthousiasme, volonté de maintenir un contact, ça donne le ton à cet engagement-là, même à distance. Ce qui nuit à la culture d'apprentissage, la rétroaction nuisible qui serait axée, par exemple, sur l'individu et non sur sa production, l'absence de rétroaction en cours d'apprentissage, des commentaires désobligeants, l'absence de participation, ça nuit à la culture d'apprentissage. Puis ce qui est perçu comme un soutien à l'apprentissage, c'est, par les étudiants, c'est les contacts informels et même, et ça m'a beaucoup étonné, l'obligation de rendre des comptes. Les étudiants qui tiennent des journaux de bord, par exemple, ont l'impression qu'il y a un soutien dans leurs apprentissages. La collaboration en temps réel, un simple courriel des enseignants, c'est perçu comme un soutien. Donc, la rétroaction, ce n'est pas un outil pour justifier une note à la fin d'une évaluation sommative ou certificative, c'est un outil pour aider l'étudiant à apprendre. J'ai ensuite, je vais sauter par-dessus les types de rétroaction. Si le sujet vous intéresse, sur la rétroaction efficace, j'ai 3 lectures à vous proposer, en plus de notre atelier, bien sûr. Donc, on va tout de suite placer dans le clavardage les 3 liens. Pour parler d'évaluation à distance, je fais un rappel des éléments dont on a parlé dans le premier webinaire. Vous allez retrouver aussi dans la documentation que je vous laisse des arbres de décision pour choisir des outils d'évaluation selon votre intention pédagogique. Si vous voulez tester les connaissances ou tester les compétences, et vous dire que ces grilles d'évaluation qui sont maintenant à votre disposition pourraient être transposées en format numérique avec des outils que vous connaissez déjà ou de toute façon auxquels vous avez accès grâce aux suites Google et Microsoft, à savoir Google Formulaire ou Microsoft Form. La grille d'évaluation numérique permet, en circulant dans l'atelier, dans la classe, en écoutant un étudiant parler, en écoutant un enregistrement, de prendre des observations. Et si ces observations-là sont étalées dans le temps, de regrouper toutes les observations qui ont été faites à propos d'un étudiant. Parce que les résultats d'un formulaire, ça se place dans une feuille Excel, dans un Google Sheet, qui peut ensuite être retrié par nom d'étudiant. Alors, les 3 questions à se poser quand on répond nous-mêmes à un formulaire dans le but d'évaluer nos étudiants, c'est évidemment le nom d'étudiant, un menu déroulant de la liste de classe fait très bien l'affaire, votre grille à cocher, ce qui est votre grille de correction, un champ de commentaires, si vous voulez mettre quelques mots-clés. De toute façon, c'est pour vous. Vous êtes le sondeur et le sondé, et c'est vous qui recevez vos propres résultats à votre sondage dans ce cas-ci, dans le but d'avoir des traces claires du niveau de compétence de vos étudiants. Si on évalue tout le temps et qu'on soutient nos étudiants dans l'apprentissage et qu'on les implique au lieu de leur faire subir, je pense qu'on va arriver rapidement à améliorer, c'est notre objectif, nos taux de réussite. Mais par où on commence? Alors, je vous propose de vous-même établir votre plan de match avec le formulaire 3-2-1, c'est-à-dire 3 éléments que vous avez appris aujourd'hui, 2 éléments que vous aimeriez mettre en place dans votre pratique et un obstacle qui pourrait survenir. On va vous mettre dans le clavardage tout de suite le lien vers le formulaire si cette démarche-là vous intéresse. Pendant que vous ouvrez ça, je vous glisse un mot à propos de l'enseignement efficace, les 10 principes que vous allez trouver en ligne dans l'article que j'ai préparé tantôt pourraient être vus là. Je vous ai préparé, ça c'est pour consultation après l'atelier, des schémas résumant la démarche pour les différents types d'évaluation. Alors, quand vous allez recevoir le diaporama tantôt, vous pourrez revoir cette arborescence qui résume mes propos d'aujourd'hui. Et si ce qui vous intéresse, c'est essentiellement une démarche d'enseignement et d'évaluation à distance, j'ai 2 dernières suggestions de lecture pour vous. Et je souligne l'attention spéciale de pédagogie collégiale de l'OQPC. Par solidarité envers les pédagogues dans le contexte de pandémie, les articles de pédagogie à distance, de pédagogie collégiale, voyons, quel lapsus, sont présentement accessibles à tous gratuitement dès leur publication. J'attire votre attention sur les stratégies favorisant l'engagement des étudiants dans des cours hybrides. Dans le numéro de décembre 2020, on vous met les liens de ces 2 tableaux et figures-là dans le clavardage. Et le dernier, c'est des suggestions de modalités d'évaluation en formation à distance, publiées aussi en 2020 par l'Université de Sherbrooke.
On vous met le lien ici, l'hyperlien, dans le clavardage et vous allez évidemment le retrouver dans le diaporama que je partage avec vous après l'atelier. Le dernier lien qu'on vous envoie commence par doc.google.com. C'est le fameux formulaire de l'activité 321 si le cœur vous en dit. Il est 12h49 heure de l'Est. Je vais prendre les questions et commentaires tout de suite. Oui, et si des gens veulent s'exprimer verbalement, oui, bien sûr. Il est possible de le faire en levant la main et à ce moment-là, je donnerai la parole verbalement aux personnes. Entre-temps, il y a Sophie Lemieux qui a levé la main. Alors, un instant. Alors, Sophie Lemieux, vous pouvez parler. Désolée, c'est une erreur, j'ai accroché mon écran. OK. Bonjour quand même, Mme Lemieux. Bonjour. Donc, ça marche. OK, on va passer à ce moment-là aux questions qui ont été posées dans le module Q&R. Tout à fait. Peut-être que si Mme Sophie Asti est toujours en ligne ou toujours avec nous, je vous invite peut-être à ouvrir le micro de Mme Asti. C'est concernant une question qui avait été émise. Oui. J'ai appuyé voilà. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. En fait, ma question, c'était, lorsqu'on est en classe et qu'on donne, parfois, on peut poser une question justement pour amener une réflexion et on peut amener une rétroaction en direct, immédiate, orale, à un étudiant qui nous a exprimé un peu sa démarche intellectuelle je voulais vérifier si pour les étudiants qui sont témoins de ça et qui ont peut-être fait la démarche dans leur tête, est-ce qu'il y a un impact qu'on peut considérer intéressant, une rétroaction chez eux aussi, même s'ils ne sont pas visés individuellement? Merci. Tout à fait, mais à une condition. C'est une forme de rétroaction qui devient tout d'un coup collective et qui permet d'offrir une modélisation, puis qui permet à l'étudiant engagé, et là, on va revenir là-dessus dans une seconde, qui permet à l'étudiant engagé de comparer avec sa propre démarche, puis de finalement se servir une auto-évaluation. Si vous avez pris le temps en début de session ou en début de séquence de présenter et d'expliquer votre grille d'évaluation, qu'à tout moment, vous utilisez le langage qui est dans cette grille-là, les étudiants vont se l'approprier puis vont être capables de se l'utiliser spontanément en cours de route. L'étudiant engagé, donc, c'est celui qui est encore actif quand on pose la question ou qu'on interagit avec un pair dans la classe. En enseignement efficace, on dit par exemple que de poser une question au groupe puis d'attendre une réponse, ça ne suscite rien d'habitude chez les étudiants qui ne sont pas naturellement engagés. Si je pose la question, avez-vous des questions? Puis que parce que je n'ai pas de questions, je pense qu'ils ont tout compris, je viens de passer à côté dans bien des cas. La même chose avec un étudiant dans la situation dont vous parlez. Si je pose une question au groupe et que je me discipline, et c'est vraiment difficile en classe, là, je vous jure, je me discipline à prendre une pause de 3-4 secondes. Et qu'ensuite, je pointe quelqu'un pour avoir son opinion, sa réponse, tout le monde est engagé parce que tout le monde était potentiellement pointable. Et après ça, la rétroaction ou l'échange que j'ai avec cet étudiant-là permet aux autres de comparer ce qui se passait dans leur tête avec ce que vous êtes en train d'amener dans la conversation. Cependant, si j'ai posé la question, j'ai dit William, puis j'ai posé la question en disant William, tous les autres ont décroché. Si j'ai posé la question, puis j'ai pris celui qui lève tout le temps la main, tous les autres ont décroché. Parce que celui qui n'a même pas pris la peine de lever la main, est-ce qu'il a fait la démarche dans sa tête ou il n'a rien fait? J'en ai aucune idée. Donc, il faut mettre en place des processus qui vont activer ces activités intellectuelles-là chez nos étudiants pour leur faire profiter de nos conversations après entre eux.